Alors, l'architecture de l'application est la suivante. Bon, je corrige quand même cette partie-là. Alors, c'est pas produit, c'est contact. Donc, la partie back-end de l'application est principalement qu'est-ce qu'il démarre. Donc, il y a un système de gestion de base de données, c'est MySQL. Il y a un serveur qui est basé sur Tomcat, mais il y a Spring qui fait l'inversion de contrôle. On a créé l'entité, on a créé donc l'interface JPA Repository. Donc, ça, c'est la partie donc, mapping objet relationnel qui est basée sur Spring Data. Alors, donc, je vous rappelle juste que Spring Data, en principe, c'est une implémentation générique c'est-à-dire qui permet de gérer les entités basées sur la spécification GPA. Et donc, je vous rappelle que notre architecture côté backend est basée sur l'implémentation Hibernate de GPA. Alors, on a créé l'API RESTful, donc le web service, si vous voulez. Et après, on a testé. Et après, on est en train de développer l'application avec la partie front avec Angular. Alors, donc, une fois que la partie backend est démarrée, alors la partie front, donc pour le moment, alors le projet Angular, donc nous l'avons édité avec WebStorm. Donc on l'a démarré. Donc je vous rappelle juste pour démarrer le projet, nous utilisons quelle commande? ng serve. Alors ça permet de démarrer. Cela permet donc de démarrer un serveur local basé sur Node.js et qui permet notamment de tester votre application. Alors par défaut, donc le serveur il est démarré sur le port 4200. Alors on a montré comment gérer donc les routes, donc principalement. On a vu que donc il y a en principe on a créé 3 composants. Il y a le composant about, donc ça c'est un simple composant avec lequel on a démarré. Il y a un composant contact qui nous permet donc de chercher des contacts. Donc ça c'est la recherche. On a montré également comment faire cette pagination. Et également nous avons montré comment créer un nouveau contact. Donc un formulaire simple. Alors ici donc on n'a pas vraiment utilisé donc les éléments de base de validation de Angular. Donc c'est pour cela donc ce matin je vais commencer par ça. Donc c'est-à-dire que donc on a vu déjà comment créer ce formulaire. On va essayer de créer un autre composant. Si vous voulez, on va créer le formulaire d'une autre manière. Relativement, c'est toujours pareil. On va juste voir quelles sont les modifications à faire. Et par la suite, donc on va essayer donc d'ajouter les éléments pour notamment éditer et supprimer par exemple les contacts. Donc pour exploiter toutes les opérations. Bien, donc on va commencer par ça. Donc c'est-à-dire que je veux ajouter un contact, mais j'aimerais bien donc introduire quelques éléments sur la validation des formulaires. Alors, on va générer un nouveau composant. Donc c'est l'occasion donc d'ajouter un composant. Donc on peut bien modifier l'ancien composant. Donc mais pour juste vous rappeler des éléments, on va générer un composant. Avec quoi? G, C. Alors C, ça veut dire quoi? G, c'est le matin toujours, generate, component, et le composant. Alors l'autre composant, on l'avait appelé déjà new contact, n'est-ce pas? Alors on va l'appeler quoi? Nouveau contact. Bon, c'est juste la deuxième version de l'autre composant, juste pour garder les deux si vous voulez. Nouveau contact. Alors donc un composant généré, principalement, je vous rappelle que chaque composant qui est généré, en principe, il est déclaré. Donc le composant se compose des éléments. Donc il y a principalement la partie HTML, la partie CSS et la partie TypeScript. Alors en principe, chaque composant est automatiquement, quand vous générez un composant, chaque composant il est déclaré. Si vous le générez comme ça, hein, si vous le générez avec ng, donc il est déclaré toujours dans le module. Alors si on regarde app.module.ts, donc on voit bien donc voilà notre nouveau composant qui est là. D'accord. Alors ici donc ce que je vais faire, c'est que
Rappelez-vous, donc, on avait en quelque sorte déclaré une route new contact. Au lieu d'utiliser le composant new contact, on va utiliser ce composant. Et après, donc, c'est juste une manière de tester le composant. Donc, la route new contact, donc, il est lié directement au composant nouveau contact. Alors, autrement dit, donc, notre interface va changer. Alors, vous voyez, donc, ici, donc, voilà les contacts. Et après, là, nous avons un nouveau composant à sa place. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reproduire ce qu'on a déjà fait. Donc, je reviens sur le composant lui-même, nouveau contact qu'on vient de créer. Elle est là. La partie HTML. Ah, ça, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Alors, nouveau contact. Alors, la partie HTML du composant, donc on va essayer de créer un formulaire. Alors, on va créer d'abord un div, classe égale container. Si vous voulez, comme la dernière fois, on va utiliser spacer. Alors, cette fois-ci, donc, on va utiliser la balise form. Bon, si vous voulez travailler donc les formulaires avec Angular, on va utiliser la balise form. Après, en principe, chaque composant que vous créez, vous pouvez lui donner un ID. Alors en fait, vous savez que souvent dans HTML, vous utilisez ID égale. Donc avec Angular, quand vous utilisez DS, c'est-à-dire c'est ID. Alors ici, par exemple, je vais l'appeler F. Et après, vous ajoutez égale ngForm. Et après, on va utiliser l'événement ngSubmit. Égale. Alors l'événement, je vais l'appeler onSaveContact. Alors, onSaveContact, qu'est-ce qu'on va lui envoyer comme paramètre? On va lui envoyer toutes les données saisies dans le formulaire. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser f.value. Alors, f.value, ça va être quoi? Ça veut dire toutes les données qui se trouvent dans le formulaire. Et après, donc, je vais d'abord value. Alors, bien sûr, la fonction onSaveContact, donc, on devrait la déclarer dans le composant nouveau contact.ts. Alors, bien sûr, donc, cette fonction, elle reçoit comme paramètre dataform, c'est-à-dire les données du formulaire, si vous voulez. Et après, donc, on va essayer de continuer. Alors, on déclare les éléments. Div class. Alors, toujours, c'est form group. Alors, dans un formulaire, donc, on va utiliser label. Classe, c'est control label. Alors, on va saisir le nom. Et après, un champ de type texte. Alors, rappelez-vous la dernière fois, donc, ce que nous avons utilisé. C'est un peu différent, d'ailleurs, je vous rappelle. New contact, le code HTML. Bon, la technique qu'on avait utilisée, premièrement, c'est qu'on avait créé un formulaire sans utiliser la valise form, n'est-ce pas? Et après, donc, pour faire le data binding, nous avons utilisé le two-way binding en utilisant ngModel avec les crochets et les accolades. Ça veut dire qu'on va lier chaque champ à une variable locale qui est déclarée dans le composant. Alors ça, c'est ce qu'on avait fait. Alors maintenant, cette fois-ci, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement alors nouveau contact.html. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'abord ngModel tout court. Et après, on va utiliser l'attribut name. Alors, chaque champ, on va lui donner un nom. Alors, ici, par exemple, on va l'appeler nom. Et
Si vous voulez, après, on peut ajouter par exemple les attributs de validation. Par exemple, si vous ajoutez require, ça veut dire que la présence elle est obligatoire, etc. Donc, on va ajouter des éléments tout à l'heure. Alors, la classe qu'on va utiliser ici, la classe CSS, c'est form control. Alors, ça, c'est le premier champ. Le deuxième, alors ça, c'est le prénom. Ça, c'est prénom. Email. Email. Quoi d'autre? La date de naissance. Date naissance. Et téléphone. Alors, téléphone. C'est écrit comme ça. Après, on va ajouter un bouton Submit. Alors, input, ce bouton. Type, cette fois-ci, Submit. Alors, vous voyez donc ici, du moment que vous avez utilisé ici ng Submit, ça veut dire qu'il vous faut un bouton Submit. Voilà, ng Submit, plutôt de type Submit. Classe btn. btn, alors toujours primary. Save. Alors, si vous voulez tout ça, on va le mettre dans un panel, dans un panneau. Donc, ça veut dire on va utiliser div classe. Alors, panneau, on va le mettre ici, après le container. Alors, panel primary, toujours. Bon, panel default. Div, l'entête, panel hidden. Alors ça c'est donc le saisie d'un contact. Et panel body. Classe panel body. Alors panel body. Alors mon formulaire, je le mets ici. CTRL X. Je le mets à l'intérieur. Alors, ici pour le moment, bon, déjà on va, ce qu'on va faire, c'est que dans nouveau contact.ts pour le moment, tout ce que je vais faire, je vais utiliser, je vais afficher console.log directement data form. Alors voilà le formulaire. Alors j'affiche la fenêtre console. Alors donc le nom. Bon, alors pour le moment, je mets des valeurs. Alors ça, il faut qu'on change, c'est le type date. Hein, et pour le moment, c'est des champs de type texte. Save. Alors vous remarquez déjà que les données ont été bien exportées dans l'objet. Donc c'est-à-dire que toutes les données que j'ai saisies, ils se trouvent bien dans l'objet data form. Ça c'est la première des choses. Alors on va juste corriger donc au niveau du contact. Alors la date de naissance est de type date. Quoi d'autre? Email par exemple. Alors email de type email.
Bien. Alors donc, on était en train de corriger quoi? Je ne me rappelle pas. Bon, la date. Voilà. Donc, bon, a priori, donc, maintenant, on a, si vous voulez, une autre manière bon, de saisir les données dans un formulaire. Bon, après, vous avez le choix de travailler comme vous voulez. Mais là, on n'a pas trop exploité pour le moment la validation, n'est-ce pas? Alors, par exemple, l'une des choses que vous pouvez faire, par exemple, que le bouton le bouton Save ne sera actif que si les données sont bien saisies, par exemple. Alors, comment on va faire ça? Ben, c'est très simple, il suffit d'aller vers le bouton. On va utiliser donc la propriété disabled entre crochets. Égal. Alors, ça veut dire ça, c'est ce qu'on appelle une propriété. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une condition est vérifiée, il y a un attribut disabled qui sera ajouté au bouton. Alors, c'est quoi la condition? C'est F. Alors, c'est quoi F? C'est le formulaire. Alors, je vous rappelle que notre formulaire, on l'a appelé F. Et la condition, c'est point valide. Et après, on va utiliser note. Alors, note, ça veut dire qu'en principe, si le formulaire n'est pas valide, alors automatiquement, donc, il va matcher toutes les conditions. Alors ici, donc, vous avez par exemple ici donc type email. Pour le moment, il n'y a que la condition require, par exemple obligatoire. Ici. Alors vous voyez donc là, a priori, ça marche pas, je ne sais pas. Oui, a priori ça marche. Donc vous voyez donc le bouton n'est pas activé. Alors je peux saisir le nom, le prénom. Alors l'adresse mail pour le moment, on n'a pas utilisé donc la validation. Et après téléphone. Bon, vous voyez donc une fois que je saisis les données, c'est à ce moment-là que je peux enregistrer. Alors ça c'est un moyen. En fait tout ça c'est de la validation côté client, sachant que la validation côté serveur, on en a déjà parlé en fait déjà dans la partie back-end. Ici on ne l'a pas intégré, mais si vous voulez, quand même c'est très important donc de faire la validation côté client avant que l'utilisateur saisisse complètement les données. Mais après, si vous avez encore en plus une validation côté serveur, après il y a des erreurs qui vont être retournées. Par la suite, il va falloir traiter l'affichage de ces messages. Alors pour le moment, cette partie donc, de la validation côté serveur, on ne va pas la traiter. Mais par contre, ici par exemple, l'adresse mail n'est pas correcte. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser par exemple ici, je vais utiliser donc email. Vous avez, on a utilisé require et on va utiliser email directement. Email. Bon, ça c'est une validation, c'est-à-dire ça doit être une adresse mail par exemple. Alors dans ce cas-là, vous voyez donc même si je saisis les données, alors toutes les données sont saisies. Mais je ne peux pas enregistrer. Pourquoi? Parce qu'en fait l'adresse mail n'est pas correcte. Mais après par la suite, ça serait bien d'afficher un message, les messages d'erreur. Sur chaque champ, il faut afficher un message d'erreur donc pour voir. Alors ici donc il faut que l'adresse mail, il doit contenir voilà bon, c'est juste au niveau de la forme, mais après est-ce que c'est une vraie adresse mail? Ça c'est une autre histoire. Donc il faut que ça se passe au niveau serveur. Bon, si vous voulez tester vraiment est-ce que l'adresse mail est correcte, il va falloir côté serveur envoyer un email et après vous lui envoyer un code et vous lui demandez de saisir le code. Comme je vous demande dans l'application mobile où vous enregistrez et après il y a un code d'activation qui vous est envoyé dans votre boîte mail. Alors en tout cas, donc ça c'est les données. Alors ici donc, juste je devrais passer à la partie suivante, mais si, donc dans le site angular.io, alors vous trouverez facilement la documentation. Vous avez tout ce qu'il faut pour alors doc. Vous allez vers les fondamentales et après par exemple vous voulez les formulaires, donc je suis sur les formulaires et vous regardez par exemple form validation et après vous allez trouver donc
facilement donc, les éléments. Je crois que... ouais, je suis connecté. Alors, form validation. Voilà. Alors, vous trouverez ici donc, un exemple très simple. Vous trouverez par exemple un champ de type input, vous trouverez required, min length par exemple égale max length. Donc ça c'est des éléments que vous pouvez utiliser. Et après si vous voulez les messages, vous utilisez donc un div comme ça, dans lequel vous utilisez par exemple ngIf. Donc ce div là, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le champ par exemple dans notre cas c'est email et vous ajoutez .an invalide. C'est-à-dire que si vous avez le champ email est invalide, alors vous affichez le message en utilisant donc. Et après, par exemple, ici, donc le champ, il contient plusieurs validateurs. Donc on va tester est-ce que si c'est par exemple le cas de required, on va afficher le message. Si par exemple l'erreur, il s'agit il n'a pas respecté min length, on va afficher le message, etc. Donc vous avez quelques éléments basiques à utiliser. Mais généralement, donc, comme je disais, la validation côté client, c'est quelque chose, on va dire, supplémentaire à l'application. Pourquoi supplémentaire? C'est très bien au niveau IHM. Si vous faites la validation côté client, vous êtes dans la qualité vous êtes dans la logique de qualité de la partie front, mais la partie la plus importante, c'est la validation côté serveur. Alors, donc, ce n'est pas de la validation côté serveur, donc c'est la validation côté client. Alors maintenant, bien sûr, donc notre formulaire, on valide le formulaire, nous avons les données. Et si vous voulez enregistrer le contact, ben on va faire appel à la couche service. En fait, le service, nous avons déjà un service que nous avons créé qui s'appelle contact service. On va faire l'injection des dépendances, on va injecter le service. Comment? Il suffit dans le constructeur de déclarer une variable contact service de type, la classe s'appelle contact service. Alors ça c'est le service. Et après directement, on va utiliser alors 10. Ça on l'a déjà fait la dernière fois, 10.contact service.save contact. Alors qu'est-ce qu'on va lui transmettre cette fois-ci? C'est directement data form. Et après vous utilisez .subscribe data et erreur. Bah, vous reprenez la même chose comme la dernière fois. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On récupère les données, on les stocke dans un objet, on affiche le détail des formulaires, mais tout ça, donc, vous reprenez la même chose. Alors ici, donc, si vous voulez, console.log, erreur. Alors en fait, l'erreur, ça peut être une exception qui est retournée. Alors juste une information, si vous voulez afficher les informations sur l'erreur, c'est-à-dire le message de l'exception, vous utilisez l'objet JSON.parse, l'objet error. En fait, l'objet error, il contient beaucoup d'informations. Il contient un attribut avec underscore body, parce que en fait, l'objet, c'est du texte. Et après, j'appelle l'attribut message. Alors, si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez avoir? En principe, vous récupérez le message de l'exception. Alors, quand vous faites, par exemple, la validation côté serveur, les erreurs retournées, c'est-à-dire le message de l'exception, il est dans cet objet-là. Donc, vous avez une idée comment récupérer le message et l'utiliser. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser console.log data directement.
Save. Vous voyez donc ID égale 53, ça veut dire que ça a été bien ajouté au niveau de l'application. Alors bref, donc ça c'est juste entre parenthèses. Ça c'est comment, si vous voulez, on vient de voir deux manières un petit peu d'utiliser les formulaires. Soit vous utilisez la balise form avec ngModel et les attributs, soit vous utilisez directement un simple formulaire, mais après vous utilisez le simple en fait, two-way data binding, et après vous récupérez les éléments et vous pouvez les traiter comme vous voulez. C'est bon? Alors, je crois que j'ai oublié quelque chose, mais bon, j'ai oublié des choses. Oui. Alors, ce que je devrais vous dire, il y a une autre. Par exemple, vous avez ici le nom. Le nom. Alors, si vous utilisez dièse nom égale ngModel. Parce qu'il faut comprendre ça. Alors, dièse nom égale ngModel. Alors, c'est une opération. Donc, c'est déjà le input, le ID, c'est quoi? C'est le nom, c'est son ID. Et si vous dites n égale ngModel, c'est que vous êtes en train d'exporter, c'est-à-dire d'exporter un ID nom en tant que variable locale. Alors, autrement dit, donc vous avez automatiquement une variable locale qui s'appelle nom. Alors maintenant, vous pouvez l'utiliser par exemple, ici par exemple, vous l'avez remarqué dans le document que je vous ai montré ici, la validation. Alors regardez ce que vous faites là, ngIf name. Alors ce name là c'est quoi? Regardez, vous avez quelque part, c'est id égale, ici, vous voyez là, dièse name égale ngModel. Donc, ici donc vous utilisez directement name parce que vous êtes en train de tester sur une variable locale que vous n'avez pas déclarée. Alors cette variable locale, elle est créée, elle est exportée localement. Cette variable s'appelle name. Alors dans notre cas ici, donc ça va être, si vous voulez faire le test, vous utilisez par exemple l'élément nom. Donc si vous voulez faire la validation. C'est bon? Alors d'habitude, si vous voulez faire le lien, le data binding, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez ngModel égale la variable, n'est-ce pas? Mais la variable, c'est à vous de la déclarer dans le composant. Il faut la déclarer. Alors si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas besoin de déclarer la variable, il y a une variable qui est ajoutée, qui s'appelle name. Et vous pouvez l'utiliser, par exemple ici, on peut l'utiliser pour, si on veut faire la validation. Alors, des questions? Alors, je vous laisse vous consulter la documentation par la suite. Vous essayez de faire des formulaires relativement avec des messages, avec des choses qui sont plus intéressantes. On aura l'occasion dans un autre exemple d'application de parler de ça en détail. Alors maintenant, je vais revenir à l'exemple, le composant, c'est-à-dire je vais utiliser l'ancienne méthode de saisie. Donc, oui, ce que je vais changer, c'est dans le module. Et dans le module, j'ai les routes. Et dans le contact, je vais utiliser voilà, la route new contact. Alors dans la route new contact, on va utiliser le composant new contact. Bon, ça veut dire que je reviens à l'exemple précédent. Alors bien sûr, là, il n'y a pas de validation. Save. Bon, ça, on a déjà vu que ça permet d'afficher le détail. Et si on veut ajouter un nouveau contact, on le fait. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait la dernière. Alors maintenant, on va juste ici, à ce niveau-là, on va ajouter un lien pour éditer. À nouveau, donc, on veut éditer et modifier, par exemple, un contact. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Il faut d'abord créer un nouveau composant pour l'édition. Alors, pour créer le composant, c'est toujours ng-generate component. Alors, on va l'appeler edit. Le fichier, je l'appelle edit-contact.
Alors par défaut, en fait, la classe, il devrait s'appeler editContact. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on va, on va faire un copier-coller du même formulaire que nous avons dans New Contact. Juste pour avoir un peu la structure, parce que c'est presque la même chose. NewContact.html, je vais faire CTRL-C. Alors, edit contact. On peut? Oui, vous pouvez utiliser le même composant, effectivement. C'est-à-dire le même composant pour faire l'édition. La saisie, vous pouvez le faire pour l'édition. Vous pouvez le faire. Tout à fait. Alors, ça c'est le formulaire tel que nous l'avons fait dans le New Contact. Alors la même chose, donc pour que ce formulaire puisse fonctionner, on a besoin de deux choses. D'abord, parce qu'on aura deux modes, le mode saisie et le mode confirmation. Ça veut dire qu'on va déclarer une variable mode. Et la même chose, on aura besoin de déclarer un objet contact. Alors, editContact.ts. Donc, mode, clé de quel type? De type number. Et par défaut 1. Et après, un objet contact. De quel type? Alors, la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait créé la classe qui s'appelle contact. editContact.ts. .html. A priori, pour le moment, c'est bon. Alors, ici, donc, update, quand je valide, j'appelle une fonction qui s'appelle update contact. Alors, update contact, c'est une fonction qu'on va créer. Toujours, c'est dans editContact.ts. Alors ça, c'est préparé. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut créer au niveau de la liste des contacts. Alors, le composant, comment il s'appelle? Il s'appelle contact, tout court. On va faire un lien. Alors, nous affichons donc les contacts ici. On va ajouter ici un lien. Mais on va ajouter un lien vers une nouvelle route, n'est-ce pas? Alors, donc, ça veut dire que j'ai besoin de créer une route. Alors, où est-ce qu'on déclare les routes? Alors, si vous voulez pas utiliser les routes, je vais changer. Plutôt, je vais changer autrement. Donc, je vais utiliser un lien A. Plutôt, je vais utiliser un TD. Après, on va utiliser A. Alors, le href, je disais la dernière fois, il ne faut pas l'utiliser. Donc, vous avez deux manières d'utiliser. Donc, soit vous utilisez... Alors, rappelez comment nous avons utilisé les liens. Donc, vous avez l'attribut router link. Donc, ça vous permet d'aller vers une route. Donc, ça, on peut le faire, sachant que vous créez la route. Mais après, ici, donc, nous aurons besoin de transmettre un paramètre. Alors, c'est la raison pour laquelle alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement click. Alors, click, je vais l'appeler onEdit contact. Et qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? C.id. OK? Et après, je vais utiliser la classe clickable. Sinon, vous utilisez un bouton. Ici, donc, ça, c'est edit. Alors maintenant, en edit,
on va l'ajouter dans contact.ts.component.ts. Alors ici donc en edit, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un id de type number. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vers une route, n'est-ce pas? Parce qu'on va afficher un nouveau composant. D'accord? Alors pour le faire, donc on va d'abord ajouter cette route. Ça se passe au niveau du fichier module, app.module. Alors ici donc nous avons contact, on va ajouter une route, CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler c'est edit contact. Mais edit contact, si vous voulez, il reçoit un paramètre. Donc si vous voulez, vous ajoutez slash de point ID. Donc ça c'est une manière un petit peu de dire que ça c'est une route, mais quand je l'appelle, je lui transmets un paramètre. Et ce paramètre s'appelle ID. C'est bon? Et le composant lui-même s'appelle edit contact component. Voilà. Bon, ça c'est la route qu'on va ajouter. Alors contact. Alors dans notre lien, donc voilà, contact.ts. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va changer de route. Alors comment naviguer entre les routes? Donc en utilisant donc du TypeScript. Alors ce qu'il faut faire, c'est que vous aurez besoin d'injecter l'objet router. Alors vous déclarez une variable router de type router. Alors ça c'est je crois que la dernière fois on l'a pas utilisé, donc ce serait bien de l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc c'est 10.router. La méthode s'appelle navigate. Comment? Alors soit by URL ou bien navigate tout court. Et après c'est navigate, vous allez transmettre un tableau. C'est un tableau parce qu'après on va spécifier les données. Alors c'est quoi la route? C'est edit contact. C'est-à-dire qu'en fait c'est un tableau dans lequel on peut transmettre pas mal de paramètres. Alors ici dans notre cas ici le plus simple c'est on va spécifier que si vous voulez le nom de la route, n'est-ce pas? Virgule. Le deuxième paramètre, donc pour nous c'est quoi? C'est le paramètre. Alors ce paramètre c'est ID. Alors on va essayer donc de voir déjà qu'est-ce qui va se passer. Alors edit. Alors il y a une exception. Ça marche pas, ça veut dire qu'il faut voir la fenêtre console. Alors quand vous regardez la fenêtre console, alors s'il n'y a pas d'erreur, je suis plus rapide que il faut que j'attende d'abord que l'application soit pour démarrer. Edit. Bon, a priori donc je suis sur edit, mais regardez, edit contact slash 5. Donc je transmets le paramètre. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'au niveau de ce formulaire, je récupère, plutôt au niveau du composant, je récupère le ID, j'envoie la requête vers le serveur, je récupère le contact et je l'affiche. Alors ici donc, si vous voulez l'éditer, sachant que si vous avez toutes les données de l'objet, déjà, on lui transmet directement l'objet. Tout à fait. Alors votre collègue, il propose par exemple dans notre situation, et s'il y a un moyen, si vous voulez, du moment que dans la liste des contacts, regardez, dans la liste des contacts, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai déjà le contact est chargé. J'ai des informations sur le contact. Alors quand vous faites edit, au lieu de transmettre le ID, on transmet carrément l'objet. Et après, quand vous récupérez l'objet, vous pouvez l'afficher directement. Mais souvent, dans la majorité des cas, c'est que quand on n'affiche pas le détail. On n'affiche que quelques informations. C'est quand je fais edit, c'est à ce moment-là que je vais
récupérer toutes les informations sur l'objet et je l'édite. Alors, on est dans cette logique parce qu'on a besoin d'exploiter l'opération qui permet de consulter un contact. Alors ici, donc, il y a la propriété non. Ici, bon, ça c'est normal, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Alors, on va compléter. Bien. Alors, donc, on sait déjà comment changer de route. Donc, soit en utilisant l'objet router, ou bien vous utilisez donc le lien router link, n'est-ce pas? Donc, vous avez deux manières de faire. Donc, ici, vous avez clic, j'appelle une fonction. Et dans cette fonction, j'utilise l'objet router.navigate. Alors, souvent, vous aurez besoin d'utiliser ces deux. Alors, comment récupérer maintenant le paramètre? Le paramètre, c'est dans editContact.ts. Parce que dans editContact.ts, quand on l'appelle, on a besoin de l'ID. Alors, pour cela, au niveau du constructeur, vous aurez besoin d'injecter un service qui s'appelle ActivatedRoute. Voilà, ActivatedRoute. Alors en fait, ActivatedRoute, donc c'est un objet qui vous donne la route activée. Donc il dit quoi? Donc si vous voulez accéder aux paramètres de la route, donc vous aurez besoin d'utiliser ce paramètre. Alors si vous voulez ici tout ce que je vais faire pour récupérer le ID, donc je vais utiliser console par exemple, .log activatedroute.data. Alors si vous utilisez data, c'est-à-dire parce qu'en fait le paramètre ça peut être un objet, data donc pour nous c'est le ID. On va regarder si on arrive à le récupérer. S'il vous plaît. Alors, edit. Bah, il n'a pas encore rechargé. Je crois que la machine devient relativement plus lente. Alors, je reprends. Je cherche. J'édite. Chercher. Edit. Alors ici, donc, vous avez en fait, data, c'est un objet. Alors, je crois que je me suis trompé. Alors, c'est pas point data. Alors, point params, c'est pas params, c'est pas point data, parce que data, c'est autre chose. C'est pas encore rechargé. Alors, dans la ligne numéro 14, c'est ici que j'affiche activatedroute.
S'il vous plaît. Alors j'affiche bien le... Bon. Bon, je vais regarder le document. Je ne me rappelle plus. Bon, ça c'est l'exemple de détail contact. Alors, juste, s'il vous plaît. Bon, déjà, en principe, dans la route, on utilise un slash. D'accord? C'est la première des choses. Autre chose. Alors, récupérer le paramètre dans détail contact. Alors c'est... Voilà, snapshot.params. Voilà. Donc, j'ai complètement oublié. Donc, snapshot, donc vous récupérez donc le... Faites parce que vous avez dans l'URL de la route, vous récupérez les paramètres. Et dans les paramètres, qu'est-ce qui vous intéresse dans le paramètre? C'est le paramètre ID. Vous voyez donc... Donc c'est snapshot. .params et après ID. Alors je cherche edit. Alors ici donc on voit bien donc le ID a été récupéré. Alors maintenant ça c'est une erreur concernant le data binding, donc on y arrivera. Le nom, l'objet n'est pas défini parce qu'il n'a pas été initialisé. Alors pourquoi vous avez cette erreur? Parce que quand il charge le formulaire, on va lui demander de faire un data binding vers, vous voyez ici, ngModel, c'est contact.nom. Alors si vous vous rappelez dans edit contact, nous avons déclaré l'objet contact, mais on ne l'avait pas initialisé. Alors si vous voulez l'initialiser, il faut utiliser new contact. Bon, a priori, non, on va pas utiliser new contact pour le moment, mais on va utiliser un contact qu'on va éditer. Alors c'est juste pour vous expliquer l'erreur qui vient d'être affichée. Alors cherchez, edit, bon, je récupère. Alors maintenant, on va quand même ajouter s'il vous plaît, on va ajouter dans la classe service, dans notre service, une méthode. Alors c'est quelle méthode? Get contact. Alors get contact, c'est une méthode envoyée avec get. Alors qu'est-ce qu'il reçoit comme paramètre? ID de type number. Et après, on appelle toujours ces contacts. Contacts, comme ça, slash ID. Get contact, sans S. Alors, autrement dit, donc, je suis en train d'appliquer au niveau de l'API REST, nous avons localhost 8080 slash contact
slash 1 par exemple, ou bien slash 2. Alors si vous faites ça, donc vous récupérez un contact. Alors maintenant, il faudrait qu'on l'appelle. À quel niveau? Donc, au niveau de editContact.ts. Alors à ce niveau-là, alors vous voyez donc au niveau du constructeur, soit dans le constructeur, soit dans ng-init. Alors si vous voulez, ce que je vais faire là, c'est d'utiliser une variable id par exemple, id contact type number. Bon, à quoi est égal id contact? 10.id contact égale, vous me rappelez? C'est activate root.snapshot. Voilà. ID. Donc j'ai ID, donc ce que je fais dans le constructeur, donc je réinitialise les données et après, une fois que le composant est instancié, il appelle directement la méthode ng-on-init. Donc dans ng-on-init, donc j'envoie une requête, je récupère les données, je les affiche. Alors ici, donc je vais utiliser donc le service. À nouveau, donc notre service, il faut l'injecter. Alors contact. Alors contact service de type contact service. Alors c'est toujours le principe de l'injection des dépendances. Alors ici on va utiliser 10.contact service.getContact. Et qu'est-ce qu'on va lui transmettre? C'est id contact, 10.id contact. Alors donc j'ai le contact, plutôt donc j'appelle la méthode et après à nouveau donc je vais utiliser .subscribe. Alors si je reçois la donnée, donc je vais la stocker dans l'objet contact, c'est-à-dire 10.contact égale data. Ça veut dire j'envoie la requête, je récupère le contact. Une fois que je le récupère, je vais le stocker dans data. Alors automatiquement il s'affiche dans le formulaire. Et après donc s'il y a erreur, donc vous affichez bien sûr les informations sur l'erreur, par exemple ici erreur. Bon, a priori donc ça devrait marcher. Alors je cherche les contacts, edit. Donc là je vois les données sur le contact. Donc je fais un data binding. Alors maintenant qu'est-ce qui reste? Quand je clique sur Save, à nouveau, donc j'appelle la méthode Update, n'est-ce pas? Alors la même chose, vous connaissez le principe maintenant. Je vous laisse faire ça? Non? On termine? Alors, dans le service, on va ajouter une autre méthode qui s'appelle Update Contact. Bon, je reçois l'objet contact. C'est quoi la différence? Au lieu de post, on va utiliser put. Donc j'envoie une requête avec put. Et j'envoie le contact. Exactement. Il faut que j'envoie le ID. Contact/ID. Alors c'est quoi le ID? C'est directement dans l'objet contact. .id. Plus. Donc, je vous rappelle que on a déjà testé les opérations. Donc, pour tester, dans le cas de la mise à jour, j'utilise donc dans une API REST contact/ID du contact qu'on veut mettre à jour. Et après, on envoie les données. Bon, le service, il est là, mais il faut l'utiliser. N'est-ce pas?
Alors tout ça c'est... Alors dans editContact.ts, nous avons update contact. Dans update contact, on va utiliser à nouveau 10. Quoi? Contact service. Point. Update contact. Qu'est-ce que je lui transmets? C'est 10. Contact, parce que toutes les données se trouvent dans l'objet contact. Et à nouveau, point subscribe. Alors, j'ai donc les données qui arrivent. Alors maintenant, ces données-là, donc, tout dépend de ce que vous voulez faire parce qu'il vous retourne l'objet qui a été mis à jour. Donc, soit vous utilisez 10.contact égale contact, donc forcément il s'affiche, ou tout simplement vous voulez faire une confirmation comme la dernière fois, n'est-ce pas? Alors ici, sinon, si vous voulez revenir à la vue, contact, tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors si on veut rester dans la même, donc on va tout simplement afficher alerte, mise à jour, effectuée. Alerte. Après, vous affichez les informations sur l'erreur, etc. En principe, quand vous développez, c'est très important de faire toujours, vous travaillez comme ça, log. La même chose ici dans console.log data. Alors c'est important parce que vous avez besoin de voir qu'est-ce que vous envoyez comme données, qu'est-ce que vous recevez comme réponse. Alors dans notre cas ici, si vous voulez qu'on fasse, donc si vous voulez qu'on reste dans le même formulaire, donc on le laisse comme ça. Alors contact, je cherche, edit, je vais changer le nom, donc Ibrahimi, je vais ajouter quelque chose comme ça, save, donc mise à jour effectuée, donc ça c'est un update, donc il n'y a rien qui va se passer, donc la mise à jour. Mais si vous voulez encore, une fois que vous faites la mise à jour, vous voulez aller vers un autre composant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Alors vous aurez besoin d'injecter l'objet root. Donc ça c'est router plutôt, de type router. Il faut l'importer. Alors je ne vous montre pas ça, mais quand vous faites contrôle espace, ça c'est important, n'est-ce pas? Alors les importations, parce que si vous êtes dans un éditeur qui n'importe pas automatiquement, c'est à vous d'importer les éléments. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on affiche l'alerte, on revient, on va utiliser donc ces 10.router. Quoi? Navigate vers la route. Comment il s'appelle la route? Contact, par exemple. Bon, ça c'est une solution. Bon, je suis par exemple ici, donc je cherche, j'édite un contact. Je fais la modification, save. Il vous dit que l'enregistrement a été effectué. OK, hop, automatiquement il revient vers le... Bon, là, on voit bien que la modification a été effectuée. D'accord? Bon, il reste une dernière opération, c'est la suppression. Si vous voulez qu'on complète, on va prendre la pause et après on va terminer avec la suppression. Alors donc, comme je disais, donc il nous reste juste quelques fonctionnalités. Donc d'abord, faire la suppression. C'est presque... ça ne va pas demander beaucoup de temps. Et à la fin, on va voir comment compiler l'application, c'est-à-dire comment générer donc, le code de l'application que vous allez déployer. Parce que jusqu'à présent, vous avez beaucoup de
de fichiers TypeScript, vous avez beaucoup de dépendances, vous avez beaucoup de code HTML, etc., n'est-ce pas? Mais à la fin, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va publier? Si vous voulez héberger votre application dans un serveur, alors qu'est-ce que vous allez garder au final? Donc, on va essayer de voir comment faire l'opération de build, si vous voulez. Alors, pour la suppression, donc on va faire la même chose. Donc, on va revenir au composant contact.html et on va ajouter donc le lien supprimer. Bon, ça peut être des boutons, donc, en principe. Alors donc ici on va utiliser onDelete par exemple. La même chose, on transmet donc le ID. Voilà, d'un côté. Ici on va utiliser delete. Alors bien sûr il nous faut donc cette fonction delete. Ça se passe dans toujours contact.ts. On delete. Alors qu'est-ce qu'on reçoit comme paramètre? La même chose, c'est ID de type number. Alors pour la suppression, donc je n'ai pas besoin d'un composant. J'ai juste besoin d'envoyer une requête pour demander à la partie backend de supprimer. Une fois que je récupère le résultat, OK. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Parce qu'en principe, il faut le supprimer de la liste, n'est-ce pas? Donc, de la liste des éléments. Alors, d'abord, on a besoin de revenir au service. Alors, dans notre service, nous avons la méthode update. Maintenant, on va ajouter la méthode delete. Alors, delete, donc en principe, il reçoit un paramètre ID de type number. Alors, à la place de put, donc j'envoie une requête avec delete. C'est minuscule. Delete. Alors, la même chose ici, donc contact/ID. Donc, contact, c'est directement plus ID. Il n'y a pas de paramètre, il n'y a pas de données à envoyer. Donc ça, c'est le delete. Alors, notre méthode delete, est-ce qu'il retourne quelque chose? Parce qu'il faut voir dans la partie backend. Il retourne un booléen, n'est-ce pas? Donc, il retourne un booléen. En principe, ça peut être void, ça peut être un truc comme booléen, mais en principe, un void supprimé, voilà, il retourne un booléen. Voilà, après, donc, on va essayer donc de récupérer, d'appeler cette fonction dans le composant. Alors, c'est toujours 10.contactService, point, la méthode, delete contact ID, point, subscribe, j'attends la réponse. Une fois que je reçois la réponse, je fais quelque chose. S'il y a erreur, je fais autre chose. C'est bon? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il est supprimé. Bon, il n'y a pas de problème. On peut faire, si vous voulez, alerte suppression. Si vous voulez, a été supprimé, etc. Bon, ça, vous pouvez le faire. Vous voyez donc cette fonction alerte comme ça, brute, JavaScript, avec Bootstrap, vous pouvez faire des boîtes de dialogue qui sont relativement plus jolies que ce que je viens de vous montrer, n'est-ce pas? Ça, vous avez l'habitude de le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'idée principale, c'est que ça a été supprimé. Parce que ça a été supprimé dans la partie backend. Alors maintenant, on le supprime dans la liste. Alors, sachant qu'ici, nous avons, regardez, nous avons la liste des contacts. Nous avons déjà récupéré une page de contact. Alors, sur page contact, il faut qu'on le supprime dans le... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on va directement 10.page contact, n'est-ce pas? Point content. Content, ça c'est la liste. Vous vous rappelez? Alors, content, normalement, c'est un tableau.
Alors, comment supprimer un élément d'un tableau? Alors, splice. Alors, qu'est-ce qu'on va supprimer? Donc, il faut spécifier donc l'index de l'élément à supprimer, n'est-ce pas? Mais l'index, je ne le connais pas. Alors, je ne le connais pas, alors c'est la raison pour laquelle il serait mieux, dans la liste des contacts, si vous voulez ici, pour changer un peu, au lieu de transmettre c.id, je transmets carrément l'objet C. Bon, ça, vous allez voir, ça peut être utile. Alors, dans contact.service, alors ici, donc, je reçois maintenant, alors ça, c'est le service, donc là, il n'y a pas de problème. Dans contact.ts, cette fois-ci, donc, je reçois un objet C de type contact. Contact. Alors, cette fois-ci, c'est qu'est-ce que je vais mettre? C'est c.id. Donc, j'appelle la méthode delete avec, je lui transmets id. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je peux utiliser donc encore, entre parenthèses, c'est 10.pageContact.indexOf. Index of quoi? C. En fait, vous voyez donc, c'est-à-dire je cherche la position où se trouve l'objet. Il vous retourne directement l'index de l'objet C. Et après, combien d'éléments que je vais supprimer? Virgule 1. Parce que généralement, vous spécifiez l'index de l'élément et après le nombre d'éléments à supprimer d'un tableau. Donc ça, c'est juste... Alors avec ça, ça vous permet de voir, ça c'est du JavaScript. C'est-à-dire, parce que parfois, il faut faire de la synchronisation. Sinon, vous serez parfois obligé de recharger la page. Vous allez encore vers le serveur pour recharger la liste des éléments, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas besoin. Alors, c'est juste, c'est un astuce, si vous voulez. Console.log error. Voilà. Alors, on va chercher. Alors, je fais un délai, c'est par exemple le premier élément. Alors, regardez ce qui va se passer ici, ça marche bien. Oui, donc il est supprimé de là. Alors, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envoyé la requête. Il a été supprimé dans le serveur, c'est OK. Et je le supprime dans la partie front-end. Donc, je n'ai pas rechargé toutes les données. Donc, ici, c'est une synchronisation entre la partie front et la partie back-end. La même chose ici. Alors, sauf que ici, normalement, avant de supprimer, il faut afficher quand même une boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Parce que sinon... Alors, sinon... Alors, comment on va faire ça? Donc, on va utiliser donc, une fonction confirme, n'est-ce pas? Let confirme égale la fonction confirme alors confirme, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Bon, ça c'est juste la même chose, c'est basique. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Et après vous dites if confirme égale à quoi? Égale à 3. Je fais ça. Je fais tout ce travail. Normalement, ici, il y a une accolade là. Alors, tout ce travail-là, je le fais ici. Bon, ça, c'est juste une solution, mais vous pouvez même régler ça directement autrement. Alors, ça va nous donner quelque chose comme ça.
je cherche, moi je supprime par exemple le premier. Vous voyez donc, êtes-vous sûr? Alors si vous dites annuler, donc il n'y a rien. Alors si vous dites OK, hop, c'est supprimé. Alors mais en principe c'est très important parce que ici donc il s'agit bien, si vous regardez c'est très important de regarder dans les outils de développement, de regarder donc la requête qui a été envoyée. Alors on voit bien ici donc network. Alors je fais l'opération delete, OK. Il y a bien une opération qui a été envoyée, une requête. Ça a été envoyé avec quelle méthode? Delete. Vous voyez donc vous recevez ça. Et c'est quoi le résultat qu'on a reçu? C'est un peu... Bon voilà. Alors ça c'est au niveau design, c'est vraiment vous aurez besoin d'améliorer tout ça. Alors ça, utiliser une barre de menu avec des boutons, c'est pas commode, donc il faut utiliser une barre de navigation. Alors on a déjà l'habitude d'utiliser des barres de navigation, n'est-ce pas? Alors vous pouvez modifier ça. Vous utilisez une page template de Bootstrap, vous utilisez donc plein de choses pour améliorer donc cette interface. Alors ça, je vous laisse le soin de finaliser tout ça. Alors, vous voyez donc là, toujours on navigue entre les différentes pages. On peut ajouter un contact. Également, on peut éditer, supprimer. Et on fait la recherche. Donc, on a exploité vraiment toutes les opérations offertes par l'API REST. N'est-ce pas? Alors après, donc, vous êtes dans un exemple de projet où vous avez la partie backend, c'est un microservice, c'est encore mieux. Bon, c'est une API REST. Et la partie front, donc, c'est développé avec Angular. Alors pour terminer, on va générer l'application. Bon, ça c'est la dernière étape que vous faites généralement. Ici, c'est très simple. Vous utilisez la commande ng toujours, build, et après vous utilisez avec l'option env environnement égale prod. Alors ça veut dire que vous dites à Angular CLI, je veux générer la version, mais pour un environnement production. Il fait de l'optimisation, il fait pas mal de choses et il vous génère quelque chose. Alors si tout se passe bien, donc vous allez voir ce qu'il va vous générer. Et comme ça, vous allez voir maintenant votre livrable, votre application qui va être hébergée, ça va être uniquement une page HTML et quelques fichiers JavaScript. Tout est archivé, même les dépendances, parce qu'il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a posé la question. Vous avez avec Node Module, vous avez pas mal de modules. Alors comment ces modules-là? Alors c'est cette opération qui va se balader dans vos composants. Il va vous faire s'il y a des petits problèmes, vous avez déclaré des choses, des warnings, des erreurs, donc il va vous le faire. Et en même temps, il va également extraire toutes les informations, même si par exemple vous avez des icônes, des images, vous avez tout ce qui se trouve dans votre projet, il va le prendre, il va le garder dans une version si vous voulez, construite, optimisée pour l'environnement de production. Alors cette opération-là, elle est très importante, parce que sinon, prendre tout si vous voulez le faire vous-même, c'est vraiment un casse-tête, parce que si vous regardez votre projet, si vous regardez la taille de votre projet en termes de mégaoctets, et si vous le comparez avec l'application qui va être générée, vous allez voir, c'est intéressant comme travail. Et après, par la suite, donc, on aura l'occasion, une fois que vous générez le build, après, il faut publier. Alors, où est-ce que vous allez publier? Donc, il vous faut un serveur distant. Avec FTP, vous pouvez donc publier votre travail, ou tout simplement, vous utilisez GitHub, parce que dans GitHub, il faut utiliser, vous avez un compte si vous avez un compte GitHub, ça vous permet directement avec ng encore, Angular CLI, vous pouvez publier. Directement, vous publiez, vous prenez le contenu, vous l'envoyez vers le serveur distant et après vous publiez. Alors ici, donc il faut quand même regarder. Alors, a priori, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il va vous générer? Alors, on va regarder dans le projet. Vous allez voir, il y a un nouveau dossier qui a été ajouté, la distribution. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans dist?
Ben, on va le voir de l'extérieur. Alors, notre projet Contact Web, Contact Web 10. Alors, voilà ce que vous avez. Vous avez d'abord ça, c'est index.html. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est des fichiers .js. Alors, pratiquement, vous avez ici, vous avez Vendor Bundle, c'est le framework Angular. Vous trouverez donc les styles, si vous voulez. Est-ce que vous voyez ici un fichier CSS? Est-ce que vous voyez un fichier CSS? Vous voyez de glyph icons parce que vous utilisez des icônes, etc. Donc, ils sont archivés là. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez Fav icon, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, tout ce qu'il vous reste, c'est quoi? C'est de prendre ce site web statique. C'est vraiment une simple application web statique. Vous le prenez et vous le déployez quelque part dans un serveur distant. Et après, vous vous dites que vous avez publié donc la partie front de l'application. Alors, si vous regardez la taille, c'est pas quand même énorme. Vous avez c'est des fichiers. Alors, le plus lourd, c'est le bundle, c'est-à-dire le framework, c'est 3 mégas. Hein, n'est-ce pas? Mais toute votre application, ça va tourner autour de 5 mégas, 6, 7 mégaoctets. Est-ce qu'on pourrait structurer mettre les CSS à part et les images? Parce que si, par exemple, le cas où on a par exemple des images, non, mais ça, c'est optimisé pour la production. C'est-à-dire, ça, c'est l'environnement prod. Vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas optimiser mieux que ça. Parce que vous avez intérêt, parce que tout est archivé dans les fichiers. D'accord? Mais sinon, si vous faites encore build, environnement, développement, il ne va pas vous générer ça, il va vous générer beaucoup de fichiers. Et dans ces fichiers-là, vous allez trouver les fichiers CSS séparés, vous trouvez plein de choses. Et du coup, donc, si vous travaillez pour l'environnement prod, vous faites ça. C'est bon? Des questions? Alors, donc, ça veut dire que les projets que vous créez avec Angular, à la fin, il faudrait générer l'application. Alors, je vous rappelle la commande, c'est ng. Voilà. ng build. Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a, dans Angular 2, ça a changé quand même. Enfin, Angular 2, on utilisait directement ng build prod. Comme ça. Ça ne marche pas s'il y a un Angular 4. Dans Angular 4, ça ne marche pas. Donc, ce qui fait, bon, il y a des petits changements. Et toujours, quand il y a des nouvelles versions, il faut toujours lire la documentation. Il y a des modifications. Parfois, vous faites des choses qui ne marchent pas, mais il faut consulter Monsieur Google, n'est-ce pas? Alors, vous lui posez la question, j'ai cette erreur, et après, vous avez en quelque sorte. Moi, personnellement, je trouve toujours, quand il y a un problème sur les nouvelles versions, généralement, je trouve rapidement c'est quoi le problème. Mais il faut savoir aussi poser la bonne question. Alors, j'ai rien oublié. Donc, avant d'arrêter la vidéo, voilà, oui. Oui. Non, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est que, d'ailleurs, ce qui est chargé là, c'est quoi? C'est une page. Partie front, même si vous voyez des liens, ce qu'on a chargé maintenant, c'est une page, d'accord? C'est-à-dire, vous avez cherché un élément. Vous voulez supprimer, par exemple, le Haraishi. N'est-ce pas? Alors, combien d'éléments le Haraishi? Donc, vous en avez plusieurs parce qu'ils sont dupliqués, n'est-ce pas? Donc, vous avez une page. Et quand vous supprimez, maintenant, il est déjà supprimé, il est supprimé dans côté back-end, mais la partie front-end, je garde toujours la même page. Mais si vous voulez recharger la page, alors on n'a pas besoin, il suffit d'aller encore vers la fonction search. Vous lui donnez la page, il va recharger la page. Mais ici, donc, je suppose que les données, je ne vais pas les recharger. D'ailleurs, souvent,
quand vous utilisez des requêtes Ajax comme ça, quand vous envoyez, vous supprimez, ça ne sert à rien de recharger toute la liste, si le cas est ici, parce qu'on fait la suppression à partir d'une liste. C'est bon? Mais par contre, quand vous passez à la page suivante, là, il va vous donner toute une page complète. Si vous revenez à la page 0, il va vous donner toute la page. Maintenant, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je clique sur le lien, j'appelle le serveur et je récupère les informations. Voilà. Alors, donc ça, c'est la quatrième partie. Le site